Voilà, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui au site de Poitiers de l'espace régional de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine. C'est le deuxième webinaire que nous organisons sur le thème Covid-19, retour et prospection et prospective éthique, pour bien montrer précisément que le présent a besoin d'un rétroviseur pour voir le passé et surtout de jumelles pour voir l'avenir. Oui, parce que la vue à courte portée est souvent limitative. Je demande à tous ceux qui nous rejoignent de couper leur micro immédiatement pour éviter les interférences, et puis aussi de couper leur caméra, tout au moins pendant toute la première partie, afin d'améliorer notre bande passante. Notre premier webinaire, notre première rencontre avait été un témoignage de terrain, et nous l'avions voulu précisément pour montrer comment pouvaient travailler ensemble un médecin coordonnateur et une directrice d'EHPAD. Et c'est ce témoignage que nous avons voulu montrer en première intention. L'éthique doit toujours partir de la concrétude, elle doit partir des situations singulières. Aujourd'hui, nous allons prendre un tout petit peu plus de distance, mais en restant néanmoins les pieds sur terre, avec Michel Billet, sociologue, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de se joindre à nous. Il est vrai que nous faisons équipe depuis bien longtemps dans un partage de réflexion, et évidemment je veux aussi évoquer, pour être fidèle tout à fait, Nicole Poirier, qui est au Canada et qui a tant œuvré quand elle pouvait venir facilement en France pour contribuer à jeter un nouveau regard, non seulement sur les établissements pour personnes âgées, mais globalement sur le devenir de vieillissement. Le devenir de vieillissement a toujours posé un problème à nos sociétés, évidemment pas toujours, mais depuis que la durée de vie s'est allongée grâce au progrès de la médecine, quelle place pour nos aînés, quelle place pour les personnes âgées. Et Covid-19 est venu en quelque sorte jeter un regard cruel, parce que ce regard cruel a été un regard grossissant. Le Covid-19 a été une loupe grossissante sur les faiblesses de notre société, dont toutefois nous demanderions aussi à pouvoir repérer les forces. Alors, Michel Billet va nous parler d'un sujet sous une forme interrogative: vieillir en temps de Covid. Vieillir en temps de Covid, voilà, il faut trouver une prosodie adaptée à ce titre. Il faut dire que, contrairement à beaucoup d'épidémies qui frappaient de manière indistincte, pensons à la peste, mais pensons même à la poliomyélite, pensons même à la rougeole, enfin, sans parler, bon, beaucoup de maladies infectieuses en général, qui frappent tout le monde de manière quasi indistincte et qui n'épargnent pas les plus jeunes. Le coronavirus a frappé en fonction de la vulnérabilité. Il a d'abord frappé les plus vulnérables, les plus âgés, bien sûr, mais aussi ceux qui étaient porteurs de polypathologies. Nous pensons à l'obésité, au diabète et à tant d'autres maladies. Et cette épidémie a donc eu un visage particulier, puisqu'elle a en quelque sorte forcé notre société à jeter un regard sur la vulnérabilité, à s'occuper, à considérer la vulnérabilité, et donc du coup à se poser avec acuité des problèmes qui, parfois auparavant,
était envisagée de manière, j'allais dire, un peu plus distanciée. Donc, je donne la parole à Michel Billet et à l'issue de sa conférence, de son exposé, eh bien, nous aurons un temps d'échange. Utilisez très largement le chat pendant toute la durée. Si vous avez des questions à poser, Madame Mélianie Le Bihan, qui est chargée de mission à l'ERENA, que vous voyez ici, se chargera donc de collecter ces questions pour les répercuter à Michel Billet. Oui, quelqu'un demande comment couper le micro. C'est au bas de l'écran, à gauche. Vous avez une petite affichette couper le micro. Posez vos autres questions par chat, Madame Le Bihan y répondra. Michel, vous avez la parole. Merci encore d'être parmi nous. Merci. Eh bien, merci à vous de me convier à prendre la parole de cette manière cet après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, un bonjour tout particulier à celles et ceux que je connais un peu plus, un peu mieux ou beaucoup. Un vrai plaisir de partager ce moment. Alors, vieillir en temps de Covid. Je souhaitais commencer cette prise de parole par une petite référence apparemment toute seule, Aragon. Un beau soir, l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se tourne et qu'on voit sa jeunesse. Que s'est-il donc passé? La vie. Je suis vieux. Oui, mais nous ne sommes pas tous vieux de la même manière. La crise Covid a engendré des problèmes que nous ne connaissions pas, ou elle a révélé des problèmes avec lesquels nous vivons, parfois depuis longtemps, et problèmes dont nous avons pris l'habitude de nous accommoder, tout simplement, parce qu'au fond, cette accommodation nous évite d'avoir à les traiter. Oui, nous ne sommes pas vieux tous de la même manière. Voilà, nous voilà plongés au cœur d'un problème de société. D'une chose, je vais pouvoir regarder ma vieillesse, notre vieillesse, ma vieillesse déjà présente ou à venir, notre vieillesse comme une question, un problème que nous vivons personnellement, mais que nous vivons personnellement tous ensemble. Tous ensemble, quel que soit notre âge, nous avons à le vivre ensemble au cœur du tissu social. Et la première chose qui apparaît lorsque nous regardons cette réalité de nos vieillesses dans une dimension sociale, je vais faire exprès de dire sociétale, pour bien faire référence aux dimensions de société. Lorsque nous regardons la vieillesse dans cette dimension sociétale, la première chose qui nous apparaît, ce sont certes des inégalités incroyables devant nos vieillissements. Alors on a vite fait de dire la vieillesse, oh là là, les vieillesse. Il faudrait prendre la précaution d'utiliser le pluriel tout le temps. Alors, je vais faire très vite forcément, mais bien sûr, nous ne vivons pas la même vieillesse qu'une femme, homme, vieux déjà ou vieux à venir, mais vieux de quel âge? De quel âge? 60, 70, 80, 90, 95, 100? Vous vous rendez compte? Évidemment, il peut y avoir, rien que dans la fourchette que je viens de prendre là, il peut y avoir 2 générations, 3 générations, incroyable évidemment, des réalités extrêmement différentes. Quel point y a-t-il entre la vieillesse d'un homme de 70 ans en pleine forme, d'une femme de 95 ans en pleine forme, d'un homme de 70 ans déjà marqué par une maladie neuroévolutive, etc., etc. Je vous laisse évidemment faire toutes les hypothèses possibles. Et puis,
Alors, de quel âge? Ce qui, évidemment, pose une question à laquelle j'essaierai de répondre un petit peu plus tard dans mon propos. À quel âge est-on vieux? Y a-t-il un âge pour être vieux? J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, des inégalités, des vieillesses, de quel âge? Et puis, des conditions de vie. Le monde, un milieu de vie, un monde rural, urbain, et de quelle ruralité ou de quelle urbanité parlons-nous? De quelle parlons-nous? Ce n'est pas la même chose d'avoir 80 ans dans une ville de 5000 habitants, 10 000, 20 000, 1 million, 5 millions, etc., etc. Non, évidemment, ça n'a rien à voir. Toutes ces réalités-là peuvent engendrer des différences, des difficultés à vivre cette vieillesse. J'ai parlé du monde urbain, mais dans le vous avez des ruralités mortes déjà, des ruralités extrêmement vivantes, dans lesquelles on va trouver des solidarités de proximité, d'autres pas merveilleuses du tout, bien sûr, des proximités peu solidaires, et ça existe, des hostilités de proximité, bien sûr. Tout cela va engendrer des réalités fort diverses. Et puis, je ne peux pas tarder plus à évoquer des différences incroyables dans les niveaux de ressources qui vont permettre à chacune, chacun de vivre cette avancée en âge de façon éventuellement très différente. Niveau de ressources, permettez-moi de rappeler ici un chiffre effrayant, terrible, pour ne pas dire scandaleux. Aujourd'hui en France, une femme retraitée sur deux vivant seule est au seuil de pauvreté. Une femme retraitée sur deux vivant seule est au seuil de pauvreté, et cela s'explique à la fois par le type de carrière professionnelle qu'elle a eue ou qu'elle n'a pas eu, auquel elle a eu accès ou auquel elle n'a pas eu accès. Ça s'explique par des carrières brèves, pas assez brèves pour aller jusqu'à un droit à la retraite qui aurait permis, etc., etc. Une femme retraitée vivant seule au seuil de pauvreté, et quand on dit au seuil, ça veut simplement dire qu'elle ne le dépasse pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle l'atteint. Et ça veut dire par conséquent qu'elle peut être éventuellement à le seuil de pauvreté à 950 euros, elle peut être à 50, 100 euros, 200 euros, 300 euros en dessous. Autrement dit, ils se vivent avec 600, 700 euros. Comment fait-on pour vivre avec 700 euros? Bref, je passe. Mais niveau de ressources extraordinairement différent. Et on imagine, quand on regarde ce chiffre-là, une femme retraitée sur deux. On imagine d'une part ce qu'un certain nombre de femmes sont obligées de vivre pour ne pas se retrouver en situation de grande pauvreté, de vivre comme vie de couple qui ont perdu tout leur sens, mais auxquels elles sont soumises parce que, d'accord, combien d'autres vivent en couple? Alors, bien sûr, comme vivre en couple, ça permet de vivre à deux, on multiplie, on additionne les ressources, etc., des deux, mais on imagine bien que les ressources du deuxième ne sont pas forcément beaucoup plus élevées que les ressources du premier, etc., etc. Donc, tout cela est évidemment important à regarder. La Covid vient poser des questions, y compris sur le revenu que les uns et les autres posaient. Et je n'ai pas parlé des niveaux culturels qui permettent d'analyser les choses ou pas, de les subir un peu plus, un peu moins, de se distancier de... Voilà. Et puis, vieillir, alors, une femme retraitée sur deux vivant seule, d'accord? Alors, vieillir seule, en couple, quel genre de couple, quel type de couple? Un couple très ancien, un couple qui vient de se constituer, un couple qui a eu des enfants, qui s'est brisé, qui, en couple, avec des enfants, avec des petits-enfants, et où sont-ils situés? Alors, il faudrait évoquer là les structures que nous avons à vieillir, qui sont évidemment incroyablement différentes. Comme le temps de parole est forcément un petit peu limité, je ne prendrai pas le temps
de refaire l'histoire de la transformation de nos structures familiales, mais évidemment, entre nos familles telles que nous les pensions, telles que nous les vivions en 1950, 1960, 70, et telles que nous avons à les vivre aujourd'hui, il y a évidemment des écarts considérables qui font que, alors on pourra dire que, évidemment, la famille, tout fout le camp, la famille, ça se perd, la famille a disparu, elle évolue, elle ne disparaît pas pour autant, elle se transforme. Les formes qui, elles, s'incarnent se sont incroyablement transformées. On parlait de famille indivise, on a parlé ensuite de famille nucléaire, de famille décomposée, de famille recomposée. On parle de famille, oui, qui est un sociologue contemporain, ose le terme de famille incertaine, et je suggère volontiers que l'on réfléchisse à ce qu'est la famille virtuelle, et je suis persuadé que Covid nous amène à aller plus loin dans ce caractère virtuel de nos relations familiales, puisque depuis un an, un peu plus d'un an, nous sommes nombreux, grands-parents par exemple, à n'avoir eu de rencontre avec nos petits-enfants, parfois même avec nos qu'à distance, d'accord? Alors, Skype est un outil merveilleux, oui, bien sûr, oui, oui, un outil merveilleux, mais, mais comment vivre une relation ne peut se vivre qu'à distance comme cela. Vieillir dans des structures familiales qui sont aujourd'hui caractérisées, je crois, par la dispersion. Alors on peut être un peu froissé par l'usage de ce terme, dispersion. Au minimum dispersion géographique. En 1950, en France, un homme ne fallait quand même pas s'intéresser aux femmes en 1950, il ne faut pas exagérer. En 1950, un homme naissait, se mariait, travaillait et mourait dans un rayon de 50 km autour de naissance. Autrement dit, 50 km, c'est une distance qu'un bon marcheur peut parcourir en une journée à pied. Aujourd'hui, vous imaginez comment mesurer ce phénomène-là? Évidemment, on ne peut même plus le mesurer. Aujourd'hui, la distance, elle est multipliée par 100, par 1000, par peu importe. Vos enfants, nos enfants partiront, en fonction de l'âge que nous avons et qu'ils ont, partiront vivre à l'autre bout du pays, de l'Europe, sur un autre, peut-être reviendront-ils, pour repartir, pour rester, allez savoir. Alors, demain, j'aurai besoin d'aide, parce que j'aurai quelques années de plus, parce que mes enfants, mais comment pourront-ils m'aider s'ils habitent 500, 5000 kilomètres? Allons, dans un autre pays, sur un autre continent, même s'ils habitent à 200 kilomètres, bien sûr, ils viendront me voir, oui, bien sûr, oui, oui. Alors, on ne sait jamais si ce ne sont pas mes enfants, ce sont peut-être les petits-enfants. Coup de chance, il y en a peut-être un qui vient faire ses études à Poitiers, allez savoir, mais ce n'est quand même pas sûr, voilà. Et puis, il aura tant de choses à faire que peut-être, ou peut-être pas. Et ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Ça veut simplement dire que nos réalités familiales se sont extraordinairement transformées dans une société de la dispersion. Une publicité de la SNCF pour le TGV nous disait le TGV rapproche. Ah oui, le TGV rapproche? Oui, enfin, non, non. Il nous permet de parcourir plus vite des distances toujours plus longues. Voilà. Donc le TGV, objectivement, éloigne, même si le temps pour parcourir est de moins en moins important, bien sûr, et demain nous trouverons d'autres modes de déplacement qui nous feront croire qu'ils nous rapprochent, ils nous éloigneront. Bref, dans ce contexte-là, il faut ajouter vieillir
Vieillir comment? Vieillir en bonne santé? Vieillir avec quel genre de maladie liée au vieillissement? Vieillir chez soi? Vieillir chez d'autres? Vieillir en EHPAD? Vieillir, tout cela ouvre des questions qui sont de manière tellement différente. Je voudrais poursuivre mon propos avec un chiffre que j'emprunte à une étude qui a été réalisée par l'Association des petits frères des pauvres, qui a été réalisée il y a déjà 2 ans, étude à laquelle j'avais eu l'honneur, moi, de contribuer. Aujourd'hui, en France, le chiffre que je vous donne date de 2017, mais il est malheureusement toujours d'actualité. Peut-être même a-t-il empiré avec la crise Covid. Aujourd'hui, en France, 300 000 personnes âgées de plus de 60 ans sont en situation de mort sociale. En situation de mort sociale, qu'est-ce à dire? De mort sociale, c'est-à-dire rupture totale, rupture totale de toute relation. C'est commencé, hein, Isabelle? Rupture totale de toute relation. Cette étude, elle a été reprise au mois de mars dernier, toujours par l'Association des petits frères, et en appui sur le cercle Vulnérabilité et Société, et elle a mis fin mars 2021, il y a donc même pas encore un mois, elle a mis en évidence à nouveau ces situations de mort sociale, du coup actualisées par la crise Covid. Alors, en faisant d'abord un point, une insistance sur à vivre, en particulier la vieillesse. Ce serait vrai pour d'autres âges de la vie, c'est vrai pour des enfants, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai, mais notamment pour les vieux, et sans doute encore plus difficile pour les vieux, difficultés liées au manque de contact physique. Le manque de contact, cette distance dont on nous a dit qu'elle était physique, et puis qui très vite est devenue distanciation sociale. Vous savez, avec ce genre de sens merveilleux là, quand on se sent proche, on ne s'approche pas. Ah ben oui, c'est vrai. Quand on se sent proche, on ne s'approche pas. Et puis, prenez vos précautions, respectez les distances et arrêtez les embrassades. Vous vous souvenez au premier confinement? Et arrêtez les embrassades tous les soirs avant le journal télévisé. Et arrêtez, comme si, enfin, comme si c'était un caprice, comme si c'était une manie. Et arrêtez les embrassades. Arrêtez de vous prendre, arrêtez de vous signifier l'affection que vous avez les uns pour les autres. Arrêtez. Enfin, quand on se sent proche, on ne s'approche pas. Mais alors, qu'est-ce qui reste si on ne peut pas s'approcher? Manque de contact physique. La relation, si elle n'est pas au moins par moment incarnée, elle se délite. Retenons cela. Vieillir en temps de Covid, c'est trouver la force de garder un lien, une relation, même quand l'incarnation n'est plus là, pour que nous puissions la vivre, la ressentir. Ensuite, cet isolement redoutable des vieux, il est renforcé par la diffusion d'informations multiples et incompréhensibles, très souvent incompréhensibles. Elles sont contradictoires, elles se contredisent d'un jour à l'autre, quelquefois à l'intérieur même de la même émission de radio ou de télévision, incompréhensible. Donc, si en plus j'ai, notamment pour des raisons d'âge et de culture personnelle, quelques difficultés à accéder à des moyens, des outils d'information modernes, si je ne sais pas me connecter sur Internet ou tout simplement si je n'ai pas de liaison Internet, pas d'ordinateur portable, pas d'ordinateur, pas de téléphone
connecté, pas de... Eh ben, comment voulez-vous que j'aille chercher une information un peu plus poussée, un peu plus critique, un peu plus... Ensuite, les personnes ayant des revenus les plus faibles sont celles qui ont le moins bien vécu le confinement. 45% des personnes ayant un revenu inférieur à 1 000 € disent avoir eu des difficultés très graves par rapport dans le confinement, par rapport à leur bien-être psychologique et social, situation de mort sociale. Alors que seulement 18% des personnes ayant un revenu supérieur à 2 000 € disent la même chose. Alors l'argent ne fait pas tout, bien sûr. Alphonse Allais disait « l'argent ne fait pas le bonheur », puis il ajoutait « mais il y contribue », décidément, il n'a pas fini d'y contribuer. Il nous faut observer également que vieillir en temps de Covid, c'est encourir ce que l'on peut appeler un risque de fracture intergénérationnelle au niveau microsocial, familial, et au niveau macrosocial. Fracture intergénérationnelle, opposition entre les générations, qui se joue subtilement à travers l'usage parfois sordide, pour ne pas dire pervers, l'usage d'un critère d'âge pour catégoriser, serrer la population, donner accès aux uns, ne pas donner accès aux autres, etc. Et du coup, tendre vers une opposition des générations, une guerre des générations. Vous savez, ces sots de vieux, ils ont tout eu, ils ont profité de tout, etc. Voilà. Et puis, ces imbéciles de jeunes qui sont pas capables de respecter les consignes qu'on leur donne et tout, et qui font la fête, même pendant le confinement. Enfin, oui, bien sûr qu'il y a des vieux nantis, privilégiés, pleins aux as, ouais, qui profitent de tout, qui ont profité de tout, qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, qui... Oui, bien sûr. Bien, c'est vrai, ça existe en très petit nombre. Et de la même manière, bien sûr qu'il y a des jeunes qui se sont conduits de manière parfaitement irresponsable. Oui, c'est vrai. Enfin, une minorité de jeunes s'est conduite de manière parfaitement irresponsable. Et globalement, mon Dieu, opposer les générations. En revanche, effectivement, cette fracture intergénérationnelle, on la sent sous-jacente, elle peut jaillir lorsque l'on dit on va commencer par vacciner les plus de 75 ans. Ah bon, pourquoi? Alors, on nous explique que les plus de 75 ans sont peut-être... Bon, d'accord. Et on voit à ce moment-là se développer un discours, même chez certains philosophes, je pense à Comte Sponville par exemple, un discours pour dire attention, toutes les vies ne se valent peut-être pas. Et entre la vie d'un jeune et la vie d'un vieux, il faut choisir la vie d'un jeune. Ah, alors, évidemment, si à moi, on me dit, tiens, j'ai une dose de médicament, ton petit-fils est malade et tu le l'es aussi, allez, choisis. Eh bien, j'ai la possibilité de dire, oui, moi je préfère qu'on la donne à mon petit-fils. Est-ce que ça veut dire que l'on peut en déduire que la vie des jeunes vaut plus que celle des vieux, ou à l'inverse que la vie des vieux vaut plus que celle... Qu'est-ce que c'est que ce critère d'âge? D'accord? La vie des vieux aurait plus de valeur parce qu'ils ont l'expérience, la vie des jeunes aurait plus de valeur parce qu'ils ont l'avenir devant eux. Que chacun de nous apporte une réponse singulière, peut-être, mais qui peut répondre à cette question? Alors, sans doute est-il important d'ouvrir la question. Quelle est la valeur de la vie? À quels critères peut-on... Est-ce qu'on peut l'évaluer? Parce que valeur, évaluation, peut-on évaluer? Attention, parce que très vite on ira combien vaut-elle? En fric, évidemment. D'accord? Quelle est la valeur de la vie? Peut-on l'évaluer? Et si oui, avec quels critères?
quels critères permettront, et là, il y a des moments où je me dis, j'ai de la chance de ne pas être médecin urgentiste, parce que je n'aurai pas, moi, à décider de faire entrer plutôt celui-ci que celle-là, plutôt celle-là que celui-ci. Mon Dieu, j'ai décidément de la chance de ne pas avoir à prendre cette responsabilité dans le secret de ma conscience, ou peut-être dans un colloque un peu partagé avec d'autres collègues, pas simple. À l'intérieur même de la même génération, il se peut qu'il y ait des oppositions possibles entre les plus fragilisés, les résignés, les plus résilients, les plus engagés, qui ne vivront pas évidemment le confinement ou le risque sanitaire de la même manière. Donc, à travers tout cela, il me semble que ce qui est en question, c'est ce que la sociologie appelle volontiers le lien social. Alors, le lien social, pour être un tout petit peu plus précis là-dessus, au fond, vieillir en temps de Covid pose la question du maintien du lien social. Permettez-moi l'usage d'une métaphore que j'aime bien pour que nous comprenions mieux de quoi nous parlons lorsque nous parlons de lien social. Ce que j'appelle volontiers la métaphore du cordage. Vous vous promenez, j'aime bien ça, un jour, on arrivera à le faire bientôt, hein, vous vous promenez sur le vieux port de La Rochelle, par exemple, et vous avez, dans un décor extraordinairement beau, vous avez quelques vieux navires, pourquoi pas un vieux voilier, un vieux bateau de pêche, peu importe, qui sont ancrés dans le vieux port, ancrés, attachés, voilà, et à une structure d'amarrage, attachés par un cordage. Regardez le cordage, il se peut qu'il ait été réalisé à la Corderie Royale de Rochefort, que vous ne manquerez pas d'aller visiter, etc. Allez, regardez comment il est fait. Ce cordage, il est fait d'une multitude de fibres minuscules qui sont torsées. Je ne sais même pas si le mot existe, je n'en trouve pas d'autre. Torsadées, torsées, les unes sur les autres, autour des autres, pour donner finalement un cordage qui va faire plusieurs centimètres de diamètre, 5 centimètres par exemple, 4 centimètres de diamètre, alors que chaque fibre ne fait que 1 millimètre. Alors, imaginez que l'on attache le bateau, le navire avec une fibre d'1 millimètre, évidemment aucune résistance. Maintenant, vous prenez l'ensemble des fibres torsées d'une certaine manière et ça y est, vous avez là un lien extraordinairement résistant. Il se peut que, avec les tempêtes, avec l'usure, avec le vent, etc., le cordage ait frotté beaucoup à la pierre de l'appontement et que par conséquent, quelques fibres déjà aient été brisées. Alors, tant que sur la centaine de fibres, les 500 fibres qui composent le lien, vous n'avez que quelques fibres qui sont rompues, c'est pas grave, le lien tient toujours. Maintenant, attention, si on avance encore dans l'usure et dans la rupture des fibres, une par une, bientôt le cordage va rompre, et bien voilà, quelques fibres du lien social peuvent lâcher, le lien social est toujours là. Mais lorsque beaucoup de fibres du lien social ont déjà lâché, alors même celles qui restent sont en situation de grande fragilité, il se peut que le cordage se brise, rompe complètement et au prochain coup de vent, à la prochaine marée, au prochain, hop, le bateau va partir. Métaphore du cordage. Ces fibres qui sont ainsi torsées, quelles sont-elles? Alors, elles sont évidemment un peu distinctes pour chacun d'entre nous, mais globalement, le lien social, il est fait d'histoire, d'une histoire singulière, personnelle, et d'une histoire collective, d'abord familiale, locale,
d'une histoire villageoise, d'une histoire, allez, et puis plus largement, d'une histoire régionale. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'être né plutôt en Aquitaine ou plutôt en Poitou-Charentes, et tant pis pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui à mes yeux n'a toujours pas beaucoup de sens. Ce n'est pas la même chose d'être né en Bretagne ou d'être né, ce n'est pas la même chose d'être né dans le nord, dans le sud, dans... Allez, voilà. Bref, des histoires régionales, une histoire nationale, une histoire internationale, une histoire qui nous renvoie à nos origines. Tiens, voilà, une autre fibre, et à la fibre, l'histoire personnelle, familiale, histoire locale, histoire nationale, histoire collective, histoire européenne, histoire des guerres, histoire des oppositions, histoire de nos origines. Le lien social, il est fait d'une certaine origine. Ce n'est pas la même chose. Nous ne tissons pas le même lien social si nous sommes d'origine, allez, vendéenne, je vais être un peu chauvin, ou bien, allez savoir, pourquoi pas provençale, pourquoi pas italienne, pourquoi pas espagnole, pourquoi pas d'Afrique du Nord. Et il y a tant de manières d'être originaire d'Afrique du Nord avec population d'Algérie, Maroc, Tunisie, mais de quelle communauté parlons-nous lorsque nous n'avons pas la même histoire, le lien social, il est fait, c'est-à-dire qu'il est d'origine, autrement dit, d'enracinement. Vous savez ce très beau proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Voilà, le lien social. Et nous ne nous relions pas aux autres de la même manière. Bref. Et puis le lien social, il est fait évidemment d'échanges. Monsieur Billet, pardonnez-moi, votre micro a été coupé, je ne sais pas par quel... Je ne sais pas. Ah Ça y voilà, est, je l'ai réactivé. d'accord, je vous remercie. Il y a longtemps qu'il était coupé? Non. Il y a 15 secondes. Ah bon, alors ça va. Voilà. D'accord. Donc, le lien social, il est fait de tout cela. Et on sent combien la Covid est venue créer des difficultés pour entretenir le lien social. Alors, si les difficultés ont été engendrées par la Covid pour tous ceux qui vieillissent, comment, en particulier pour ceux qui vieillissent en EHPAD, le lien social est devenu incroyablement fragile, pour ne pas dire tout simplement rompu. Lorsqu'on a vu des EHPAD, certainement pas par la volonté de leurs responsables ou des personnels soignants, etc., certainement pas par leur volonté, mais lorsqu'on a vu que nous, société française contemporaine, nous imposions aux EHPAD ce que l'on a appelé un confinement qui, en fait, est devenu très vite un isolement des personnes hébergées dans leur chambre, un isolement qui s'est concrétisé à son tour par un véritable enfermement. Alors, un enfermement, encore une fois, c'est contre la volonté des personnels qui y travaillent, contre la volonté des familles, contre, évidemment, enfermés pour les protéger, enfermés pour leurs biens, et bien voilà, ils ne vont pas mourir de la Covid, ils vont mourir de la rupture du lien social. Et j'exagère en disant les choses de manière un peu rapide, un peu caricaturale comme ça, malheureusement, quelque chose de cet ordre-là, parfois, s'est produit. Alors, il me semble que si on veut réfléchir à cette question vieillir en temps de Covid, il nous faut maintenant réfléchir à la manière de le vivre, cela. Après avoir décrit au fond le contexte, vieillir, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que vieillir? Évidemment, une question extrêmement délicate, difficile, à laquelle il est bien sûr
très difficile de répondre rapidement, mais nous voyons bien d'abord que partout aujourd'hui, on tend à nous répondre par une pirouette extraordinaire, pour ne pas dire un scandaleux mensonge, quand on nous dit « Oh, vous savez, vieillir, c'est pas une question d'âge. » Ah bon? C'est pas une question d'âge? Attendez, je suis beaucoup plus vieux que quand je l'étais moins, et je le suis un peu moins que quand je le serai plus, peut-être. Voilà. Donc, qu'on ne me raconte pas d'histoire, vieillir, c'est une question d'âge. Parlez-en avec mes petits-enfants. Quand ils me regardent, ils le savent, eux, que vieillir, c'est une question d'âge, bien sûr. Donc, oui, c'est une question d'âge, mais d'accord, ce n'est pas que une question d'âge. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Évidemment, vieillir, c'est... Alors, si ce n'est pas une question d'âge, excusez-moi, je reviens sur une question que je vous ferai tout à l'heure, eh bien, tout simplement, il n'y a pas d'âge pour être vieux. Voilà. Et la vieillesse commence très tôt. Nous sommes toujours le vieux de etc., etc. Donc, voilà. Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est donc vieillir? Qu'est-ce que c'est ce vieillir incroyablement perturbé par cette pandémie Covid? D'abord, admettons-le, même si ce n'est pas le plus agréable de ce que j'ai à dire, admettons-le, vieillir, c'est perdre. Je n'aime pas, évidemment, je n'aime pas le regarder comme cela, mais vieillir, c'est perdre. Exemple, vieillir, c'est perdre de l'acuité auditive, c'est perdre de l'acuité auditive, pardon, de l'acuité visuelle, c'est perdre de la rapidité dans l'exécution des mouvements, de la souplesse, c'est perdre de la force, de la puissance. Alors, pour un homme, perdre de la puissance, vous vous rendez compte, chut, ne le répétez pas, s'il vous plaît, etc., etc. Vieillir, c'est perdre. Sur de multiples registres, quelquefois c'est perdre certaines formes de souvenirs, de capacité à les évoquer, c'est perdre la mémoire, c'est perdre, 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 et on a vite fait de dire, c'est perdre la tête. Bah voyons, vieillir, c'est perdre. Oui, oui. Allez, c'est même tellement perdre que, permettez-moi cette réflexion, sans doute, c'est même tellement perdre que nous devrions le regarder comme un apprentissage de la perte. Vieillir, c'est apprendre à perdre. Ah, et voilà que je vais pouvoir regarder ma vieillesse comme, à nouveau, un processus potentiellement positif. Une anecdote très personnelle, si vous permettez. J'ai appris à fumer comme tous les gamins de ma génération, pas tous, beaucoup de gamins de ma génération, évidemment, pour devenir un homme, il fallait fumer. Alors, à 12-13 ans, un monsieur qui me voulait du bien, un ami de la famille, gentil en plus, etc., m'a offert, parce que je lui avais rendu service, m'a offert gentiment mon premier paquet de gauloises. Merci, c'est très gentil, voilà. Et voilà que, ça y est, je pouvais me regarder ou être heureux comme un homme, puisque, ça y est, je commençais à fumer. Et puis, évidemment, il a fallu continuer. À l'armée, les cigarettes, on me les donnait pour être sûr que je n'en manque pas, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que mes enfants, intelligemment, me fassent un petit peu la morale et me disent « Mais dis donc, tu n'as pas l'intention d'arrêter un jour ?» Sans compter que je devais les empester avec la fumée, le machin. Bref, j'arrête. Ils m'ont donc incité à arrêter de fumer. Alors j'ai décidé d'arrêter, j'arrête, et pour me soutenir dans cette démarche, je dis, ben, je vais reprendre une activité physique, je vais aller courir. Alors je suis allé courir, et j'ai commencé à courir comme j'avais appris à le faire. C'est-à-dire comme je n'avais pas appris à courir, puisque quand on était une fille, on disait « sois belle et tais-toi ».
quand on était un garçon, sois fort et tais-toi. Ce qui comptait dans tous les cas, c'était de se taire, et par conséquent d'aller courir, sois fort, pas courir, courir. Alors j'ai couru comme je savais faire, j'ai dû tenir 1 minute et demie. Et puis, évidemment, on arrête. Je raconte ça à un copain qui me dit, dimanche prochain, on ira courir ensemble, tu verras. Alors on va courir ensemble, je cours, il me dit, mais t'es fou, pas comme ça. Il va falloir que tu apprennes à courir lentement. Ah, apprendre à courir lentement. Eh ben voilà, courir lentement, découvrir le plaisir de la course lente. Vieillir. Et si vieillir, c'était apprendre à courir lentement, c'est-à-dire apprendre, découvrir de nouvelles manières de faire que l'on fait depuis longtemps, mais découvrir de manières de les faire parce que ce n'est pas sous prétexte que je ne peux plus les faire comme je les faisais que peut-être je ne peux pas les faire encore. Ce n'est pas parce que je ne peux plus courir comme je courais que peut-être je ne peux pas courir. Et voilà, on va pouvoir découvrir un autre rapport. Ah, alors un autre rapport à la course à pied, découvrir le plaisir de la course lente. Seulement le Covid, il est venu nous bousculer dans ces transformations qui vont être opérées dans toutes les sphères de nos vies, des plus sociétales aux plus intimes, apprendre à courir lentement, découvrir d'autres manières de faire, et non pas forcément, parfois renoncer, mais pas forcément renoncer. Alors, vieillir, c'est forcément procéder à des remaniements multiples, remanier son rapport au temps. Alors, vous avez remarqué comme moi que plus je vieillis, plus ça passe vite. Eh oui, vieillir, c'est remanier son rapport au temps. Eh bien, la Covid est venue certainement bousculer, pour chacun d'entre nous, le remaniement que nous opérons de ce rapport au temps. Et nous avons rencontré des personnes âgées des personnes vieillissantes qui souffraient de ne pas pouvoir vivre leur rapport au temps de manière harmonieuse. Je me souviens d'un couple qui, il y a quelques jours, me disait « Le Covid, ça nous a précipités dans la vieillesse. » Voilà. Ça nous a précipités dans la vieillesse. Et je dis « Ah oui, pourquoi ? Parce que on ne sait plus quoi faire. » Voilà. L'ennui, on ne sait plus. Un autre rapport au temps qui n'a pas pu se nouer sur des bases sereines. De la même manière, vieillir, c'est forcément remanier son rapport au temps. En plus, tout est compliqué parce qu'il s'agit de remanier son rapport au temps dans une société qui elle-même globalement remanie son rapport au temps et ne valorise aujourd'hui que l'instant, l'éphémère. Ce qui a de la valeur, ce qui ne dure pas, au point que nous acceptons de payer plus cher des produits de consommation, pas simplement plus cher bien qu'ils ne durent pas, plus cher pour qu'ils ne durent pas, obsolescence programmée. D'accord ? Oui, donc la vieillesse dans cette société-là, société de l'instant, société de la connexion, démultiplier la connexion par 1000, d'accord ? Dans cette société-là, évidemment, dans cette société de l'instant, la vieillesse est une contre-valeur, pour ne pas dire une valeur déclassée, une anti-valeur, une contre-valeur. Parce que les vieux, ça dure. Il faut du temps pour faire un vieux, beaucoup de temps pour faire un très vieux. On ne peut pas vieillir en temps réel. Alors, la vieillesse contre-valeur, et vous voyez tout l'agisme qui
sous-jacent. Si la vieillesse est une contre-valeur, pourrait-on apporter à la vie des vieux? Et pourquoi faudrait-il consacrer des sommes considérables au fonctionnement des EHPAD ou des services de soutien à domicile? Mais les vieux, ils vont nous lâcher un peu, oui, ça va, il y en a que pour eux. Et ça y est, c'est reparti. Donc, rapport au temps, bouleversé. Et puis, au-delà de ce rapport au temps, vieillir, c'est forcément remanier son rapport au monde. Et tout notre rapport au monde s'est trouvé modifié. Sa transformation, son remaniement en a été précipité parce que le rapport au monde devient virtuel, visio, distance, réunion en distanciel, réunion de famille en distanciel. Ah oui. Comment pourra-t-on se dire je t'aime à distance? Vous voyez, un de mes petits-enfants, il y a quelques jours, me disait, parce qu'il souffrait, il avait une otite, et il dit à sa maman, ah, je voudrais téléphoner à grand-père. Alors, on m'appelle, je suis content, on m'appelle sur Skype, formidable. Donc, je vois le gamin en larmes, tout ça, et puis, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal, grand-père, je voudrais que tu me chantes une chanson. Alors, moi, vous pensez, évidemment, si mon petit-fils me demande de... Je ne peux pas dire évidemment. Donc, je chante. Non, mais pas celle-là. Je voudrais que tu me chantes la chanson que tu me chantais pour m'endormir quand j'étais petit. Il a 6 ans. Pour m'endormir quand j'étais petit. Alors, je commence à lui chanter une petite berceuse. Il me dit, oui, mais je voudrais que tu me berces en vrai. Ah ben voilà. Allez donc bercer en vrai sur Skype. Eh ben, c'est tout notre rapport au monde qui se trouve absolument bouleversé par la Covid. Vieillir en temps de Covid, c'est procéder à un impossible remaniement du rapport au monde. Et moi, je n'ai pas été confiné dans ma chambre en EHPAD. J'ai eu la chance d'être confiné dans ma maison, avec un jardin, avec un environnement merveilleux, et pas tout seul, et mon Dieu. À travers cela, vieillir, c'est forcément remanier son rapport aux autres, au plus près de soi et au plus loin de soi. Alors je vais condenser ça dans une formule, au plus près de soi. En couple, par exemple, c'est remanier son rapport à l'autre. Imaginez ce couple qui a du mal à se parler, qui vit l'un à côté de l'autre plus qu'ensemble, qui depuis des mois, vous vous souvenez de cette proposition de Antoine de Saint-Exupéry, avec laquelle nous avons grandi les uns et les autres, en tout cas pour les plus âgés d'entre nous. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Allez, il est 20h, on se met sur le canapé, et paf, on regarde la télé. Et ben voilà. Et qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? C'est dramatique. Voilà. Non, non, ce n'est pas. Imaginons que ce couple s'assoie, débouche une bonne bouteille, pourquoi pas, et soit capable de se dire, allez, pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Demain? Après-demain? À qui est-ce qu'on téléphone? Qui est-ce qu'on va aller voir? On sort, on bouge, on remue, peut-être on décide de regarder un film à la télé, pas n'importe quoi, on le décide, on ne se laisse pas faire par un programme qui nous... Non, non, allez, on décide, ça y est. Vous voyez, remanier son rapport aux autres, pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Oui, mais le Covid nous a-t-il donné la possibilité de vivre encore ensemble? Quand on pense à ces couples qui n'ont pas pu se retrouver parce que il était en EHPAD, elle était en EHPAD, il était hospitalisé, elle était hospitalisée, etc., etc. Il a bien fallu qu'ils aillent jusqu'au bout, que l'un des deux meure sans que l'autre puisse venir lui tenir la main. Alors, vieillir en temps de Covid, si l'autre ne peut pas me tenir la main, Aragon encore,
Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne, qui donc a rendu leur couleur perdue aux jours, aux semaines, sa réalité à l'immensité des choses humaines. Voilà, cette main, comment remanier son rapport à l'autre si l'autre ne peut pas tendre la main, tenir la main, si à travers tout cela se joue, et je voudrais me diriger vers la fin de mon propos, à travers tout cela se joue, je crois, quelque chose de l'ordre de ce que Pierre Sanso appelait mon identité. Alors, ce terme d'identité tellement galvaudé, auquel j'aimerais redonner des lettres de noblesse, Pierre Sanso proposait cette très belle définition de l'identité. Il disait, je cite, « Mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leur attente. » Ah, l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai à répondre à leur attente. Ben oui, oui, oui. En d'autres termes, dans ce remaniement du rapport au temps, aux autres, au monde, aux autres, etc., se joue quelque chose du remaniement nécessaire du rapport à soi-même. Un jour, un de mes petits-enfants me dit « Grand-père, tu sais, tu te rends pas compte, mais ça se voit que t'es vieux. » Je peux appeler le gamin, lui dire « Viens ici, tu vas voir, je vais t'en coller une, moi, parce qu'on parle pas comme ça à son grand-père. » Ou au contraire, m'ouvrir à ce qu'il me dit. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, ben oui, ça se voit. D'abord, tu as plein de plis sur le visage et puis tu n'as que des habits de vieux. Voilà. Eh ben, Pierre Sanso, l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, tiens, voilà que mon petit-fils me renvoie une image de moi-même. Il est miroir, Prévert, c'est dans le miroir des autres que parfois on se reconnaît. Il m'offre de moi-même une image, il m'offre la possibilité de me reconnaître dans cette image, de me concilier, de me réconcilier avec cette image. Alors, je peux aller me faire des injections de Botox pour n'avoir plus de rides, je peux aller me faire teindre les cheveux, mais quand il me retrouvera, mon petit-fils, il va se marrer avec son grand frère en lui disant « T'as vu, grand-père, il s'est fait teindre !» L'image que j'ai de moi, dans le rapport aux autres, parce que par la suite à répondre à leur attente. En d'autres termes, il me dit, il me suggère de m'ouvrir à cette question. Toi qui me regardes vieux moi, et inversement, moi qui te regarde grandir, qu'est-ce que j'attends de toi? Le pire, ce serait que demain nous soyons dans une société qui, notamment à cause du Covid, composée de générations qui n'attendraient plus rien les unes des autres, plus rien ou que le pognon. Mon petit-fils n'attend plus que l'héritage, je n'attends de rien d'autre de lui. De toute façon, la jeunesse d'aujourd'hui ne vaut pas celle d'autrefois. Les vieux sont bons à rien parce que trop vieux, les jeunes sont bons à rien parce que trop jeunes. D'accord? Si c'est ça, la société que nous construisons, un drame. Maintenant, il se peut que les jeunes regardent les vieux comme ayant fait l'histoire qui leur a permis d'être là. Il se peut que les vieux regardent les jeunes comme ayant à faire l'avenir qui nous permet d'être encore là. Et alors, il se pourrait que jeunes et vieux puissent du coup se parler, s'écouter, Covid ou non. Oui, ils vont se retrouver. Oui, ils se sont observés, regardés, parlé un peu sur Skype ou sur je ne sais quoi. Oui, ils ont... D'accord. Il se peut qu'ils se soient parlé, qu'ils ne se soient pas complètement perdus de vue. En tout cas,
il se pourrait bien que, après le confinement, après la vaccination, lorsque petit à petit, dans quelques mois encore, les relations sociales se seront un peu plus détendues, etc., ils ne se regardent pas comme des adversaires, mais comme des générations complémentaires. Vieillir en temps de Covid pourrait à ce moment-là nous servir à nous ouvrir un peu plus à ce que les plus jeunes attendent encore des plus âgés. Toi qui me regardes vieillir, qu'attends-tu de moi? Alors, si l'autre, quel que soit son âge, me regarde vieillir et attend quelque chose de moi, et je voudrais finir mon propos là-dessus, alors permettez-moi ce très beau texte de Jean-Loup Dabadi, qui n'est pas forcément l'auteur qu'on attend le plus ici, interprété par lui quelques jours avant sa mort. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps, combien? Ah, je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Alors tant pis pour le Covid, je l'aime tant, le temps qui reste, partageons-le. Merci beaucoup, Monsieur Billet. Merci. Dans le chat et puis question aussi préalable, j'en ai 3. Il y en a peut-être qui vont arriver après et puis Isolement, enfermement, des observations. C'est la violence en fait de l'enfermement et il y a même un participant qui a fait le parallèle avec ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Oui. Et il disait que sa perception du confinement et du Covid était quasiment pire que ce qu'il avait pu vivre en temps de guerre. Alors, personnellement, je ne serais pas allé jusque-là, mais s'il le dit, je pense qu'il le dit parce qu'il le pense et que c'est éminemment respectable. Voilà. Effectivement, nous avons entendu un certain nombre des plus âgés de nos contemporains dire mais nous n'avons pas connu cela. C'est vrai. Peut-être d'ailleurs, cette réflexion a-t-elle été en partie induite par les propos de certains responsables politiques qui nous disaient que nous étions, je cite, en guerre contre le Covid. Oui, bah oui. En lutte, oui. En guerre, je ne sais pas. C'est une image. Est-ce que nous étions en guerre? Allez, puis me pencher. Mais en tout cas, que certains l'aient vécu comme cela, oui, je n'en doute pas. C'est dire à quel point le Covid a malmené certains de nos contemporains. Il y avait d'autres remarques et puis un constat aussi. La société n'a pas réagi de la même façon sur les différents confinements. Oui. Et il y a quand même une évolution aussi sur l'acceptation, enfin peut-être la sidération au départ, la peur. La peur a joué un rôle important et puis peut-être l'acceptation plus ou moins marquée avec des différences dans la société. Oui, certainement. Certainement. Et puis, les confinements ont été définis de manière un peu différente à chaque fois. Donc, bien sûr, ça a entraîné certainement un autre rapport. Le premier confinement, nous n'imaginions pas, d'abord, évidemment, on n'imaginait pas que ça allait nous tomber dessus, mais quand ça arrive, nous n'imaginions pas qu'un an après, nous serions encore en situation de confinement.
On se disait que ce serait une seule période, ça durerait 3 semaines, un mois et demi, allez, mais pas plus. Voilà. Et après, on en sortirait. Et puis après, nous n'en sommes pas sortis, ou pas complètement. Il a fallu reprendre. Bref. Donc, effectivement, nous n'avons pas noué avec les mesures dites mesures sanitaires, nous n'avons pas noué le même rapport à chaque fois, effectivement. Il faudrait regarder toute la manière dont on nous a parlé des masques, par exemple. Ils étaient d'abord inutiles, etc. Et puis finalement, on en avait un peu plus, et obligatoire, et etc. Et notre rapport au masque s'est transformé. Qui nous aurait dit, il y a 2 ans, 3 ans, qui nous aurait dit que nous, Français, nous ne sortirions plus dans la rue sans un masque, nous n'irions pas dans un magasin sans porter le masque. Enfin, jamais on l'aurait cru. Voilà. Il y a, dans ce que à la fin de votre propos, vous essayez de tirer un petit peu peut-être quelques bénéfices qu'on peut espérer pour notre société après cette crise. Peut-être un rapprochement, un soutien intergénérationnel. Oui. Est-ce que vous en voyez d'autres et est-ce que vous pensez qu'on va vraiment durablement s'orienter vers ça? C'est très difficile, mais je pense par exemple que il y a des solidarités réelles qui se sont mises en œuvre discrètement très souvent, mais de manière intelligente. Il y a par exemple des personnes plus âgées qui ont eu de plus en plus de difficultés à sortir pour faire leurs courses, et beaucoup plus jeunes qui, de manière très simple, quand ils allaient acheter une baguette pour eux, ils en rapportaient pour leurs voisins, leurs voisines. C'est pas grand-chose, mais c'est remarquable de gentillesse, de qualité de relation potentielle, de solidarité, ça, pourquoi ça ne perdurerait pas, par exemple? Un autre exemple, j'entends beaucoup de directeurs d'EHPAD, directrices d'EHPAD, dire « nous aurons à repenser l'établissement parce que ce qui donne du sens à l'établissement, c'est certainement pas d'enfermer les vieux. Il faudra repenser les choses. » Voilà. Et ce n'est pas en mettant plus de caméras de surveillance qu'on repensera correctement l'EHPAD. Demain, j'entrerai en EHPAD. Moi, je veux pas qu'on me surveille, mais je veux bien qu'on veille sur moi. Ah. Et alors, des équipes d'EHPAD qui penseront veiller sur, au lieu de surveiller, oui, ça existe, oui, il y en aura d'autres, et pourquoi ce ne serait pas ça porteur de très belles évolutions? Vous voyez, c'est petits exemples, mais vous voyez, aujourd'hui, on a un slogan qui m'énerve personnellement beaucoup déjà. Je ne sais plus quel est le groupe gestionnaire d'EHPAD privé qui dit demain l'EHPAD à domicile. Non, pas l'EHPAD à domicile. Vous n'avez pas été foutu de faire de votre EHPAD mon domicile. Alors s'il vous plaît, ne venez pas faire de mon domicile votre EHPAD. Maintenant, les compétences de l'EHPAD à domicile. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, les compétences. Vous voyez, c'est oui. Comment l'infirmière qui travaille en EHPAD, le médecin gériatre, le kiné qui a cette expérience remarquable de travail auprès des plus âgés, etc. Ces compétences-là, oui, nous en aurons besoin à domicile. Voilà. Comment réinventer un EHPAD pour que l'on puisse y entrer, en sortir, y venir, repartir. Voilà. Une source de ressources, un pôle de compétences. Formidable. Oui. Mais un lieu d'enfermement exportable, alors c'est effrayant. Hein, d'accord? Et là, moi, je rencontre des responsables de structures, je les rencontre en visio, hein, mais je rencontre des responsables de structures parfaitement intelligents sur tout cela et tout à fait capables. Il faudra qu'on leur en donne les moyens. D'accord?
mais tout à fait capables d'aller vers cette évolution. Oui. Il faudra qu'on leur en donne les moyens, c'est-à-dire qu'on arrête de regarder l'argent que la puissance publique consacre à l'accompagnement et aux soins des plus âgés. Il faudra arrêter de le regarder comme une charge, il faudra le regarder comme un investissement porteur d'emploi, porteur de lien social, porteur de développement, etc., etc. Et là, ça redevient positif. Oui. Un dernier point peut-être pour faire un peu la synthèse avec deux des observations des participants. Il y a une personne qui parle de la volonté des personnes âgées. Est-ce que leur volonté a pu être entendue quand on a effectivement 95 ans, qu'on est en EHPAD et qu'il ne reste plus que la relation familiale pour égayer certaines semaines. Et vous parliez, vous, à l'instant de votre refus d'être surveillé, d'être filmé, etc. Les contraintes sécuritaires sont quand même venues pour beaucoup à l'encontre des volontés des résidents eux-mêmes, et même après la vaccination double dose, puisqu'on arrive aujourd'hui à cette situation-là où beaucoup de personnes sont vaccinées double dose et que la vie n'est pas forcément meilleure, quoi. Bien sûr. Alors, je n'ai pas de magique à ce genre de questions tellement complexes, mais il me semble que nous avons à essayer de penser à partir des situations singulières et non pas à partir du collectif. Ce qui est très difficile, évidemment, parce que nous sommes habitués à réfléchir à toutes ces questions, dès que ça se passe en établissement, réfléchir à toutes ces questions en disant, que voulez-vous, en établissement, le collectif s'impose. Oui, sans doute, un peu, mais très souvent, je ne dis pas toujours, très souvent, nous pourrions réfléchir à partir des situations singulières. Et Oui. si nous apprenons davantage à le faire, alors nous serons davantage dans une action conduite avec une réflexion éthique, vraiment, sur ce qui a du sens pour la personne. Et la première chose qu'on fait dans ces cas-là, quand on est vraiment dans cette démarche, c'est effectivement d'ouvrir la question avec la personne concernée. Vous savez, c'est cette remarque terrible de Nelson Mandela qui s'applique à chacun de nous dans nos situations professionnelles. Je cite, « Ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, alors vous le faites contre moi. » C'est terrible parce que c'est d'un niveau, c'est d'une exigence absolument incroyable. Pourtant, si vous le faites sans moi, comment allez-vous faire pour que ce ne soit pas contre moi? Voilà. Et lorsque nous sommes convaincus de cela, alors nous allons chercher la personne pour essayer de faire avec elle, de penser avec elle ce que nous avons à faire pour elle. Et ça change tout. Voilà. Mais ça suppose des équipes nombreuses, constituées de professionnels nombreux, compétents, formés, et pas simplement de formation initiale, mais formés de manière continue, d'accord? Évidemment, des professionnels bienveillants, évidemment, mais reconnus, correctement reconnus. Ça aussi, hein, ça exige tout ça. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une question technique, mais que c'est véritablement une question de société, je crois. Merci beaucoup, Monsieur Billet. On va passer la parole au professeur Gilles pour la synthèse. Je vois que sur le chat, une personne soulève la question de l'accompagnement en fin de vie, la question des corps, des défunts, etc. Je pense qu'il faudra qu'on consacre vraiment dans la série de webinaires éthiques une session sur cette question-là qui est quand même voilà, très, très importante.
Donc, merci encore à vous. Et Monsieur Gilles, je vous laisse la parole pour la synthèse. Michel, vous nous avez fait pénétrer dans la complexité. Et la complexité, elle dit le besoin criant qu'il y a d'introduire l'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est penser ce que nous faisons, penser les pratiques. Et l'éthique, elle se nourrit du débat. Elle ne peut pas se nourrir que d'injonctions ou de recommandations. Elle se nourrit précisément du débat entraîné au niveau des êtres vivants par ces injonctions et ces recommandations. Et ça, bien sûr, on ne l'a que trop vu pendant cette crise. Oh, les intentions étaient toujours bonnes. Mais si je ne vise qu'à me débarrasser de cet ennemi qui est le virus, que je ne vois pas, si je ne vise qu'à ne m'occuper des gens comme s'ils étaient des cultures cellulaires, vous avez évoqué les êtres incarnés. L'incarnation, c'est précisément cette union d'une vie qui se vit et d'un corps anatomique. Or, évidemment, s'occuper des corps anatomiques pour qu'ils subsistent, on a pu voir effectivement que cela pouvait être contraire à la vie elle-même. Il y a une des questions dans le chat qui, il y a quelques instants, parlait des syndromes de glissement, encore une fois. Ben oui, vous les avez évoqués. Pourquoi y a-t-il des syndromes de glissement? Il n'y a pas de réponse générale, mais il y a cette exigence de l'éthique de veiller toujours à comprendre, à essayer d'approcher avec humilité et inquiétude ce que des recommandations conduisent à faire au niveau du quotidien. Et effectivement, quand on voit un sujet âgé qui ne mange plus parce qu'il est isolé, il y a lieu là à faire jouer ce qu'Aristote appelait l'équité. Oui, le collectif va nous tuer s'il n'est pas en permanence contrebalancé par le regard sur la personne humaine, qui est le fondement de toute vie, la relation à l'autre. Le collectif est capital, les mesures sanitaires sont capitales, mais si elles doivent être appliquées comme elles l'ont parfois été, de manière mécanique, non pensée, automatique, alors, où est le rêve du siècle de lumière? Citoyen, ose penser par toi-même, discerne toi-même, approprie-toi ce qui t'est demandé. Tu n'es pas une marionnette de laquelle on tourne la clé. On a vu des évolutions étranges, des directeurs et directrices d'EHPAD souffrantes parce que le Covid s'était introduit et qui, du coup, se sentaient coupables. Alors qu'on pouvait avoir l'impression que ceux qui étaient épargnés, c'était ceux qui s'étaient bien conduits. Mais où allons-nous dans ce contexte de jugement des personnes? Non, tout le monde a essayé de faire son travail, mais aller classer au mérite en disant si j'ai pas eu de contamination, c'est parce que j'ai été très rigoureux, eh bien c'est une vision qui est réductrice et qui, bien entendu, peut faire souffrir aussi d'autres structures. Et nous avons été emportés dans ce chemin du collectivisme qui, à chaque fois qu'il a accepté de tenir compte des situations singulières, s'est adouci parce qu'il a considéré l'humain. Alors vous avez eu raison, Michel, nos gestes sont tous porteurs de sens. Et c'est vrai que si on met les personnes à 2 mètres et demi avec une barrière de plexiglas du sol au plafond, un téléphone pour communiquer, on ne peut plus voir les gestes, on ne peut plus l'entendre, on ne peut plus être à l'autre. Or, l'être humain, on le sait depuis longtemps, est par nature un être qui a besoin de relations humaines, un être sociable. Alors évidemment, vous avez eu raison aussi de montrer comment le vieillissement, c'est apprendre des pertes, bien entendu, et c'est aussi, bien sûr, apprendre à s'y adapter. Et que le Covid a peut-être finalement joué un rôle, c'est que cet effet loupe ou ce bouleversement qu'il a introduit a pu contribuer à mieux faire prendre conscience des besoins.
Et aujourd'hui, plus que jamais, maintenant qu'un an s'est passé, nous avons un besoin urgent de repenser à ce qui a été vécu pour tirer les leçons des erreurs, des craintes qui ont été les nôtres, pour aussi souligner ce qui a pu être bien, mais pour dire aussi qu'il reste encore beaucoup de souffrances à gérer. Et au moment où nous parlons, ben nous savons que ces souffrances ne s'éteignent pas encore. Et une des questions du chat le soulignait, oui, il y a encore des personnes isolées, mais il y a des jeunes aussi isolés, il y a des personnes âgées qui sont isolées. Je crois que ce à quoi il faut arriver, c'est vraiment à tenir bon et une éthique de la conviction qui est celle des règles que nous appliquons et une éthique de responsabilité. Et vous l'avez très bien dit dans vos mots très intéressants sur l'identité. La responsabilité, c'est ce en quoi nos actions nous reflètent. C'est pas parce que j'applique une action qui est recommandée d'en haut qu'elle ne me reflète pas moi-même. Je ne suis pas une interface minérale. Et ce qui se passe me questionne sur moi-même et mes actions me disent quelque chose de moi. C'est cela, c'est cette dimension de responsabilité qu'il faut retrouver, non pas la responsabilité juridique, mais cette responsabilité toute fraîche, toute pure, celle de Lucrèce, quand il parlait de respondere in aqua, nos actions nous reflètent comme nous nous reflétons dans l'eau. Eh bien, puisse le Covid, en dépit des souffrances, nous permettre de jeter ce regard nécessaire, ce retour sur ce qui s'est passé, comme nous essayons de le faire, mais pour se projeter dans le futur, bien sûr. Car c'est cela l'essentiel. De quoi sera fait demain? Veillons à ce que le Covid nous ait appris. Et ce qu'il pourrait nous apprendre, c'est de l'importance du lien. Et vous l'avez tellement bien dit avec votre métaphore du cordage, de toutes ces fragilités qui, additionnées, torsées, comme vous l'avez dit, deviennent du coup un facteur d'union extrêmement solide. Alors bien sûr, il y aura toujours des éraflures, il y aura toujours des difficultés, il ne faut pas avoir une vision angélique du monde, mais enfin l'essentiel, comme disait Malmanche, est d'avoir du mouvement pour aller de l'avant, aller vers l'avant, les yeux fixés vers l'avenir, en regardant le passé et non pas en se complaisant dans le présent et en ayant hâte simplement d'oublier ce qui s'est passé pour une nouvelle fois, peut-être encore en cas d'un autre malheur, retomber dans des errements. L'homme doit errer par nature et surtout l'éthique n'est pas une instance de jugement des personnes. À chaque fois qu'elle se permet de souligner des comportements, c'est pour en dire la complexité, c'est pour insister sur le fait que ce n'est pas une mise en cause de l'intentionnalité, mais c'est cette obligation que nous avons au niveau des personnes de penser ce que nous faisons à chaque instant de la vie. C'est ça notre dignité profonde. Merci encore Michel Billet, merci Miliane pour votre coordination, merci à toutes celles et tous ceux qui se sont aujourd'hui connectés à nous. Je reconnais beaucoup de noms et derrière certains noms, je vois surgir des visages, à preuve que ce qui compte, c'est d'abord la chair dont nous sommes pétris, cette chair qui a besoin des visages des autres et qui les appelle, mais cette chair qui veut rester vivante et qui ne doit pas être confondue simplement avec des corps biologiques. Rendez-vous pour un nouveau webinaire dans quelques semaines. Merci Michel, au revoir à tous et au revoir. et à toutes. Merci.